Est-il possible de structurer les économies des pays utilisant le franc CFA avec cette monnaie que beaucoup d'Africains considèrent aujourd'hui comme étant une monnaie appartenant à la France? Elle d'ailleurs, qui en a défini la première parité alors qu'elle signait elle-même les accords du Fonds monétaire international le 28 décembre 1945. Et depuis lors, la France garde un contrôle sur cette monnaie. Par exemple, les États de la zone CFA sont tenus aujourd'hui, d'Afrique centrale spécifiquement, sont tenus de garder 50% de leurs avoirs extérieurs dans les comptes du Trésor public français, pendant que ces États s'endettent à des taux parfois de 6, 7, voire 10% sur différents marchés financiers internationaux. Quand on va encore un peu plus loin, on constate que la France n'a jamais pratiquement appliqué le mécanisme de garantie d'ailleurs qui est à la base des accords monétaires avec ces États-là. Elle, à chaque fois, poussant ces États à utiliser leurs propres avoirs extérieurs pour garantir cette monnaie, pendant qu'elle se retrouve justement à se concentrer beaucoup plus sur d'autres aspects de la monnaie qui l'intéressent particulièrement. Nous restons avec notre invité dans le cadre de cette édition pour qui il est possible de continuer justement, de pouvoir structurer les économies de la sous-région sans toutefois sortir de cette zone monétaire. Abdou Cissé, je vous retrouve dans cette deuxième partie de nos échanges avec un sujet assez inédit, la France, voilà, qui, selon d'ailleurs les productions, de nombreux articles que vous avez rédigés sur la question, aujourd'hui devrait même de l'argent plutôt aux États du continent africain qui en ce moment s'endettent pour pouvoir financer la structuration de leurs économies. Vous soutenez d'ailleurs cela par le fait que le mécanisme de garantie qui est une obligation contractuelle vis-à-vis de ces États-là n'a pratiquement pas été utilisé. D'ailleurs, les sénateurs français dans un rapport ont précisé en 2020 que cela faisait au moins 30 ans que la France n'avait pas activé ce mécanisme. Exactement. Vous savez, le franc CFA a fait beaucoup de bruit sur le continent, mais à un moment donné, il faudrait que nous, Africains, nous prenions le temps du temps, qu'on donne du temps au temps. Et c'est vrai, tout le monde en a parlé, on a peut-être permis au peuple de comprendre les mécanismes de ce franc, parce que c'est vrai que les gens maintenant comprennent exactement quel est le poids du CFA. Mais à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse et qu'on regarde quel est le vrai problème du CFA. Le problème du CFA, ce n'est pas les Africains. Le problème du CFA, c'est que le CFA est entouré par des acteurs. Et ces acteurs ne veulent pas lâcher. C'est-à-dire que le franc CFA est empêtré entre une France qui l'a construite, qui l'a organisée, et qui peut-être ne veut pas lâcher la monnaie. Elle-même sait pourquoi. Quand vous prenez en dehors de la France, vous avez tous les acteurs économiques que le franc CFA arrange. Prenez les multinationales, etc., etc. Vous prenez les Africains qui nous-mêmes, qui utilisons cette monnaie. On ne fait qu'utiliser la monnaie, etc. Donc vous avez tout un tas d'acteurs autour. Et ces acteurs-là n'ont pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Et c'est ça qui est difficile, qui fait que sortir du franc CFA demain ou après-demain, ça devient compliqué. Mais nous avons besoin d'une souveraineté monétaire. Mais moi, j'ai pensé qu'on peut avoir la souveraineté monétaire en attendant de sortir du franc CFA. Parce qu'on le veuille ou non, s'il nous est possible de sortir du CFA et de créer notre monnaie, ça, on veut. La preuve, du côté de l'Afrique de l'Ouest, on s'est engagé avec le côté UMOA pour pouvoir créer notre monnaie. Ça tarde, ça pose des problèmes, etc. Mais je pense aussi qu'on peut arracher notre souveraineté monétaire sans pour autant sortir du CFA. Et pourquoi je le pense? Parce que pour moi, une monnaie, au-delà de toutes les définitions économico-financières qu'on peut avoir, une monnaie, c'est deux choses. C'est l'outil et le mode d'emploi. Donc le CFA en tant que tel, l'appeler CFA, l'appeler Kori, l'appeler ECOWAS, tout ça, ECO, c'est l'outil, c'est un problème d'outil, c'est l'outil qu'on utilise. L'outil, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez le mettre où vous voulez. La réalité de sa gouvernance n'a jamais changé. Ça veut dire qu'on touche l'outil, mais on ne touche pas le mode d'emploi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on touche le mode d'emploi, la façon dont le CFA est utilisé. Tant qu'on n'aura pas touché la façon dont le CFA est utilisé, on ne peut pas résoudre nos problèmes. Maintenant, toucher cette façon dont le CFA est utilisé, c'est nous mettre devant le FMI, la Banque mondiale et la France et discuter avec eux et leur donner des solutions tangibles. Et comment on va faire? On va commencer d'abord par discuter un tout peu, regarder un tout peu le problématique de la dette africaine. La dette africaine,
une partie est libellée en CFA, mais une bonne partie n'est pas libellée en CFA. Donc, dans l'intérêt de créer une monnaie, il y a le fait de ne plus s'endetter sur d'autres monnaies. Si aujourd'hui l'éco était né en Afrique de l'Ouest, c'est terminé. On ne va plus s'endetter en euros, ni en dollars. On va s'endetter en éco. Le vrai problème du CFA, un des problèmes du CFA, c'est qu'on ne peut pas s'endetter. Il nous est difficile de nous endetter qu'en CFA. Vous voyez? Quand on a besoin de financement international, on est obligé de se financer avec d'autres monnaies. Alors, ça fait réfléchir sur le problématique de la dette, et je l'ai toujours dit dans tous mes articles, c'est que quand vous prenez la dévaluation de 1994, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Nous avions un accord de coopération avec la France dans lequel la France était engagée à ce que chaque fois que nous aurions manqué de devises, elle nous les prête. L'accord dit que si vous, pays de l'Afrique, zone franc, vous avez besoin de devises, on vous prête. Mais c'est un prêt. Quand vous avez de l'argent, vous nous remboursez et vous payez les intérêts. C'était conçu comme ça. On arrive en 1993, la France a arrêté la convertibilité, l'a suspendue. C'est-à-dire que chaque fois qu'on allait utiliser le CFA autre part, ces CFA-là, si ça parvenait à la France donnait les devises nécessaires. Cette convertibilité-là, en 93, fin 93, la France l'a arrêtée. Pour les raisons, j'ai écrit un article là-dessus. L'article s'appelle « Scanner de l'accord de coopération et IRM de la garantie » que j'avais fait en 2020, qui explique toutes les raisons pour lesquelles la France avait arrêté la convertibilité. Mais elle l'arrête, et donc nous avions besoin de devises, elle ne nous a pas donné. Donc elle a violé un contrat. Seulement le contrat, tant qu'on le regarde comme étant un contrat de partenariat, un contrat financier, on ne perçoit pas son sens. Mais quand on fait l'étude réelle du comportement de la France dans cette garantie, la France se positionne comme un assureur. Un assureur ne peut pas vous dire que je vous garantis ceci si cet événement-là se réalise. L'événement se réalise, il vous dit mais non, mais mon gars, je ne vais pas vous payer. Non, il est obligé de vous payer, n'est-ce pas? Mais la France s'est engagée à ce que quand on n'a pas de devise, elle nous donne. On n'en a pas eu, elle devrait nous donner. Donc, elle a rompu son accord, donc elle n'a pas respecté son engagement. L'événement pour lequel l'engagement était tenu s'est réalisé, c'est-à-dire que nous n'avons pas eu de devise à un instant, et elle n'a pas donné de devise. Ayant fait ça, elle a dévalué le franc CFA. Donc, elle a dit, comme vous n'avez pas de devise et que vous avez des problèmes, maintenant on va vous dévaluer. Et Abdou Diouf, le président Abdou Diouf l'a même dit dans ses mémoires, il a dit qu'en tant que président de la République, il ne pouvait pas reculer parce que c'était la dévaluation où on arrêtait l'aide publique au développement et on arrêtait de leur donner des prêts du FMI. Donc la dévaluation, il ne faut pas regarder ça en termes de France. Il y a la France, le FMI et la Banque mondiale qui se sont... C'est la liaison des trois qui a fait qu'on a dévalué. Mais si c'était que la France, peut-être, regardez là, dernièrement quand vos chefs d'État de l'Afrique centrale... Alors cette fois-là, ça n'a pas marché. Ah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, c'est parce que là... Peut-être rappeler pour la gouverne de nos téléspectateurs, on avait eu un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC, avec une visite de Michel Sapin et Christine Lagarde qui arrivaient au même moment pour dire, avec Michel Sapin qui disait aux chefs d'État, il faut renflouer rapidement, ou alors c'est la dévaluation. Prenez au Fonds monétaire international, en d'autres termes, prenez chez Christine Lagarde et remettez immédiatement dans le compte. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Et on a eu des États qui sont basculé, qui sont passés dans des programmes d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international et qui ont eu des droits de tirage avec le FMI qui ont fait que... Mais finalement, ça rappelle ce qui, à la fin aussi, devient une dynamique cyclique, c'est-à-dire on s'endette, on consomme en devises, on paye les intérêts sur les dettes avec et puis on revient au point initial. Exactement ça. Et vraiment, c'est un problème, ça devient un problème récurrent. Récurrent. Et la France, avec le FMI et la Banque mondiale, donc, ont décidé de la dévaluation. Mais en fait, moi, je veux en revenir à l'esprit actif-passif de ce que c'est qu'une dévaluation. Parce que la dévaluation, nous l'avons vécu juste sur le plan littéral. On nous a dit que le franc CFA a été dévalué de 50%. D'accord? Donc, avant, si vous aviez 100, ça devient 50. Mais revenons à l'esprit actif-passif de la dévaluation. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? Le fait d'avoir dévalué
Dans le compte d'opération de la monnaie CFA, donc dans le compte d'opération de la monnaie CFA, qu'est-ce que la France a fait? La France a baissé le passif. Parce que quand un franc français faisait 100 francs CFA et qu'on passe de 100 francs CFA à 50 francs CFA, ou vice-versa, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce qu'on appelle baisser un passif. Or, la France ayant l'engagement de donner les devises, elle devait les donner, elle ne les a pas données. Quand elle baisse le passif, l'actif net associé au compte d'opération est un actif qui va être positif. C'est-à-dire que l'actif du bilan d'opération va être supérieur au passif. Parce que le passif a été diminué de 50%. Donc, derrière ça, si vous revenez dans l'esprit de l'assurance, la France nous a fait payer, nous, le sinistre que nous avions eu en 1993. Le fait qu'on n'a pas de devises et qu'elle devait nous donner des devises parce qu'elle l'a garantie, c'est un sinistre. Ce sinistre-là, elle nous a demandé nous-mêmes de payer ça par la dévaluation. Donc, elle nous a tordu le bras. Si on reste dans les problématiques d'assurance et quand on a un esprit assurance, parce que l'actuariat aussi, sa base, c'est l'assurance. Hein, parce que les actuaires sont consommés par les assureurs à 80%. Hein. Donc, c'est en assurance qu'on retrouve le plus d'actuariat. Parce que l'assurance, ce n'est rien d'autre que la gestion des risques. On passe dans notre temps à tarifer, à provisionner en assurance. Donc, voilà pourquoi l'assurance est fondamentale. Donc, la France s'est positionnée comme en assurance. Et donc, quand on revient dans l'esprit assurance, nous sommes les assurés, la France est notre assureur. Nous avons le droit de réclamer à la France ce sinistre de 93 là. Des années sont passées, mais la France doit régler le sinistre. C'est-à-dire, elle doit nous payer le fait de ne pas avoir donné les devises en 93. Et on regarde, moi j'ai fait le calcul actuariel et je pourrais le diffuser un jour. On regarde... J'espérais que ce soit dans le cadre de cette émission, de savoir combien est-ce qu'elle devrait nous reverser par rapport à ce sinistre-là. Oui. En termes de chiffres, je vais y venir. Ce dont je suis sûr, c'est que ce que je trouve, comme quoi la France nous doit, quand on prend ce qu'elle devait nous donner, et les répercussions que cela a eu dans nos économies jusqu'en 2022, si on capitalise tout ça, on l'amène en 2022, le montant là est 3 fois supérieur au montant de la dette que nous avons aujourd'hui en Afrique. Quand vous prenez toutes les dettes des pays africains, vous prenez les dettes des pays africains de la zone franc. Quand vous prenez l'ensemble de leurs dettes, vous additionnez, vous mettez de côté, et vous prenez ce que la France nous doit, ça fait 3 fois ce que nous avons, nous, en dette. Maintenant, faudrait-il qu'on soit d'accord sur ce montant que j'ai calculé. Voilà pourquoi c'est une revue scientifique, j'en fais une revue scientifique, je le sortirai vraiment comme revue scientifique, et après la revue scientifique, on le diffusera pour essayer d'en discuter. Mais c'est ça la réalité, c'est-à-dire que nous n'avons pas de dette. C'est-à-dire que la France, aujourd'hui, quand vous êtes en France, on vous donne, quand vous commencez à travailler aujourd'hui, on vous prête l'actualisation de 25 ans de vos revenus futurs. Vous achetez votre voiture, vous achetez votre maison et vous participez au produit intérieur brut. Dès que vous arrivez en France, dès que vous commencez à travailler, on peut vous payer, on peut prendre le tiers de votre salaire, on peut vous le prêter. On peut vous prêter pour que vous remboursiez le tiers de votre salaire. Mais on peut vous prêter ça sur 25 ans. Donc on vous prête l'actualisation de 25 ans de vos revenus futurs. Ça n'existe pas ici. Ici, il y a des prêts immobiliers, certes, etc. Mais en tout cas, cet esprit de nous prêter l'actualisation de 25 ans de nos revenus futurs, il faut que l'Afrique prenne cette disposition. Parce que nous sommes beaucoup plus riches que la France, nous sommes beaucoup plus riches que les pays développés. Notre sous-sol est riche. On a le capital humain. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a démontré sur tous les plans que dans n'importe quelle situation, nous avons des enfants d'Afrique qui sont capables de nous sortir de nos problèmes. Ça, et je m'en réjouis quand je viens en Afrique centrale, quand je vois les jeunes actuaires, comment ils se précipitent pour venir discuter avec moi, comment ils ont envie d'apprendre, etc. Mais je suis très heureux de ça. Et surtout, le Cameroun en est un pays déterminant parce que sur le plan intellectuel, moi, quand je viens au Cameroun, je me retrouve, quoi. Je ne m'ennuie pas parce que je suis toujours dans des débats intellectuels. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez, donc, tous ces problèmes-là peuvent être résolus. On a des solutions pour ça et il suffit juste qu'on prenne la décision de les mettre en place. Et donc, nous n'avons pas de dette, nous avons des avoirs. Ces avoirs-là, il va falloir les matérialiser mathématiquement et financièrement et après, on pourra en profiter pour résoudre nos problèmes. Mais franchement,
j'invite les téléspectateurs à retourner sur l'article que j'avais fait en 2020, parce que c'est là-bas où j'ai bien expliqué globalement pourquoi on n'a pas de dette, exactement. Nous allons mettre quelques liens de ces articles-là en commentaire pour ceux qui vont nous suivre sur les plateformes digitales. Alors, je voudrais maintenant, Abdou Cissé, que vous puissiez nous renseigner sur cette approche que vous avez développée, qui consiste à rester dans le franc CFA et financer tout de même les projets structurants de nos économies. Tout à l'heure, on parlait des infrastructures. Il n'y en a pas. Et sans infrastructures, ce sont des points, c'est des dizaines de points de croissance de perdus. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi. Et heureusement que vous me l'avez encore rappelé, c'est revenir encore sur le problème de structure de l'Afrique. Le premier problème de l'Afrique, c'est l'hygiène. Le deuxième problème, c'est la santé. Le troisième problème, c'est l'éducation. Le quatrième problème, c'est les infrastructures de base de développement. Sachant que tout ce que je viens de dénumérer sont des infrastructures aussi de base de développement. Mais quand on prend tout ce qui touche l'hygiène, la santé, on est dans la protection sociale. La protection sociale englobe tout ce qui est hygiène, tout ce qui est santé, tout ce qui est retraite, tout ce qui est vraiment protection de l'humain. Et on n'arrive pas à financer ces projets-là. Alors que nous avons une population active qui a la capacité de générer 30 000 francs tous les mois. Si vous prenez le Cameroun qui fait 25, 26, 27 millions d'habitants, vous avez 10 à 12 millions de population active. Et sur cette population active, chaque personne génère 30 000 francs par mois. Alors, quand tu as 10 millions de personnes qui génèrent 30 000 francs par mois, tu peux leur demander de cotiser 1 000 francs. Tu peux. Quelqu'un qui a 30 millions, tu peux lui demander de cotiser 1 000 francs. Donc, si tu prends 1 000 francs par mois sur 10 millions de personnes, tu as 10 milliards par mois. Tu as 10 milliards par mois. Ces 10 milliards, si tu les comptes à l'année, rien que sur les 10 premiers mois, regarde le nombre de milliards que tu as. 100 milliards. 120 milliards que tu englobes tous les ans. Si tu le gères dans un système assurantiel correct, jamais ce système d'assurance ne peut tomber en faillite. Et en demandant à chaque personne de la population active 1 000 francs, on construit la protection sociale. Dans un an, celui qui est malade dans n'importe quel pays africain, on le soigne. Les structures hospitalières nécessaires, le matériel nécessaire, on l'achète. Donc, on fait contribuer juste la population, on règle un problème de protection sociale. Vous voyez, ça c'est une solution. Il n'y a même pas besoin de courir à gauche, à droite pour réfléchir. Maintenant, l'autre solution, j'en reviens à ce que je propose, le fait de partir des CFA obligations pour financer nos structures. Maintenant, pour faire passer pour ce message de CFA obligations, il y a quand même une réflexion dans laquelle nous devrions entrer pour appeler le FMI, la Banque mondiale à la France à la table, discuter avec eux. Pourquoi on doit les appeler? Parce que le FMI et la Banque mondiale sont nos banques de nos États, alors qu'en Occident, les États ont pour banque leur banque centrale. Nous avons le FMI et la Banque mondiale comme banque. Mais prenons un entrepreneur africain qui a besoin de financer un de ses projets. Il va voir son banquier. Qu'est-ce que le banquier va lui dire? Montre-moi tes états financiers. Il va lui amener quoi? Son compte de résultats annuel et son bilan. Pour lui amener ça sur les 3 dernières années. Mais en tout cas, il amène compte de résultats, donc l'exercice de l'ensemble des flux de l'année, et le bilan. Quand tu lui apportes ça, le banquier regarde la santé financière de l'entreprise et se dit, bon, je peux financer ou je ne peux pas financer. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, regardons un État comme le Cameroun qui veut financer un projet. Mais comme le FMI et la Banque mondiale font toujours des rapports ici, la France aussi nous regarde très bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent très souvent notre compte de résultats annuel. C'est-à-dire qu'on regarde les flux qu'on génère tous les ans, les recettes qu'on récupère, les dépenses qu'on fait. S'il y a ajustement, s'il y a manque, on emprunte de l'argent, on introduit dans le budget, etc. Donc on regarde les transactions de l'année. Certes, ils peuvent regarder le bilan, mais le problème, c'est qu'ils ne regardent pas le patrimoine des États. Le FMI et la Banque mondiale ne regardent pas le patrimoine, parce qu'à chaque fois, ils sont en train de dire
Vous avez des problèmes de devises, vous ne pouvez pas partir, faites des demandes, faites des tirages spéciaux, ils nous disent ça. Mais ils ne regardent pas notre patrimoine. Parce que presque je n'ai pas encore vu un État africain qui a valorisé son patrimoine. Or, valoriser le patrimoine d'un État, c'est un exercice. Il faut le faire, savoir qu'est-ce que vous avez. Parce que c'est dans le bilan qu'on doit voir le patrimoine d'une entreprise. Mais un État, si vous voulez le regarder en termes d'entreprise, vous ne pouvez pas regarder l'État du Cameroun comme étant une entreprise comme Michelin. Non. La meilleure façon de faire une projection d'un État, c'est de le regarder comme une compagnie d'assurance. Pourquoi? Parce qu'un État a des engagements. Et ces engagements sont dans la Constitution. J'ai pris le temps de regarder la Constitution du Sénégal, articles 7, 8, 9, 12, 13, 17 et 18, vous avez tous les engagements sociaux de l'État envers le peuple. Le peuple, l'État s'est engagé envers le peuple. Nous donner la protection sociale, c'est un engagement de l'État. Amener à l'école tout enfant, c'est un engagement de l'État. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ces engagements-là, c'est ça que le FMI et la Banque mondiale ne regardent pas. Donc, ils ne regardent pas ce qu'on appelle le hors-bilan des États. Parce que les engagements d'un État se retrouvent dans son hors-bilan. Ça ne se trouve pas dans son bilan. Et donc, le FMI et la Banque mondiale doivent changer la façon de regarder les États africains, aller regarder leur hors-bilan et comprendre que quand on a des engagements de ce niveau, on doit trouver des moyens de financer les projets. Et trouver les moyens de financer les projets, c'est de créer ces moyens. Les créer, c'est partir de ces CFA obligations, les faire émettre par les États, sous le contrôle de la société financière, demander à la Banque centrale de les financer, mettre la couverture assurance. Et maintenant, quand on va réaliser les projets, certes, on va avoir besoin de devises. Là, sur 100 francs, j'ai fait le calcul, sur 100 francs dépensés pour la réalisation, les 30 francs, on va les léguer à des devises parce qu'on aura besoin d'acheter du matériel qui va venir d'autre part. On se débrouille pour que les 70% soient faits avec du matériel africain. Et on est tranquille. Voilà vraiment une réflexion. On peut en parler comme ça, mais la partie technique qui sous-tend ce projet-là, qui est derrière, mais en fait, dans les articles, j'ai pris une bonne partie de la technique, je l'ai énumérée, et j'ai expliqué exactement en quoi des projets comme ça sont viables. Le business model associé, je ne peux pas le publier parce que c'est un travail technique d'un moteur de calcul que j'ai fabriqué avec tous mes collègues de Cisco Consulting Solviseo, et nous sommes prêts un jour à les présenter. Par exemple, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le directeur national de la Banque centrale de Dakar a accepté qu'on passe lui présenter ce business model. Abou Sissi, on voit très clairement que des solutions sont là. En attendant, bien sûr, toutes les conclusions géopolitiques et géostratégiques qui devraient permettre la sortie définitive du franc CFA. Alors pour vous, il n'est pas question d'arrêter de faire du développement ou de la structuration de nos économies parce que, attendant la fin du franc CFA, on peut avancer et même très très vite en attendant et avoir une véritable souveraineté monétaire même dans ce franc CFA-là, en attendant le jour où symboliquement parlant on pourrait s'en débarrasser. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot sur la question? Est-ce que vous avez d'autres acteurs que vous souhaitez interpeller, peut-être des hommes des décideurs politiques? Des décideurs politiques. Alors, c'est vrai, les deux en même temps. Moi, j'inviterais les États à vraiment prendre encore beaucoup plus de recul par rapport aux besoins qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être dans un monde où une certaine catégorie de gens règlent leurs problèmes chaque fois qu'ils en ont, et une autre catégorie ne règlent jamais leurs problèmes chaque fois qu'ils en ont. Je prends un exemple de cette ville de Douala, que j'adore cette ville. Et qui est très emboutée, ça il faut le dire. Oui. C'est la ville la plus dynamique économiquement, l'une des villes les plus dynamiques économiquement à Paris, en Afrique, excusez-moi. Des plus dynamiques. L'activité économique ici est démesurée. Les gens se débrouillent, les gens travaillent. Mais prenez par exemple, vous entendez en France que la ville de Nantes est en train d'emprunter en passant par l'État français pour pouvoir faire un métro. Ces gens-là, ils ont déjà bâti toute leur structure et maintenant, des fois, ils cherchent de l'argent pour encore améliorer leur structure. Mais regardez combien il manque de structures à Douala. Combien de structures il manque? Rien que voir le maire acheter tout le boulevard d'Aqua comme ça, là, acheter tout et refaire tout correctement et mettre des gens dans des conditions beaucoup plus propices, les faire payer des loyers
et faire rien que ça. Mais il faudrait que le maire puisse trouver de l'argent de la collectivité locale. Mais pour que ce maire puisse trouver de l'argent, il faut que ce maire puisse trouver une solution de financement. Et pour que ce maire puisse trouver, il faut qu'au niveau de l'État, on structure des solutions. Et c'est pourquoi on appelle les États à comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous ne sommes pas en retard. Ceux qui nous ont considérés comme étant en retard, ils pensent qu'eux, ils sont en avance, mais ils sont en retard. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un marché financier, des marchés financiers. Ils se sont échangés des produits dans ces marchés en considérant que ce sont des produits financiers. Or, ces produits sont des produits d'assurance. Maintenant, la réalité les rattrape. Parce que quand tu fais de l'assurance, tu as une autorité de contrôle qui te surveille. Quand tu donnes des garanties, l'autorité te demande de mettre des provisions. Dans un marché financier, tu donnes des garanties, tu ne provisionnes pas. 2008, les choses ont éclaté, il n'y avait pas de provision, tout le monde a... La crise des subprimes. Voilà. Et là, 2020, 2021, 2022, même chose, des crises de liquidité. Donc, il faut que les États prennent conscience. Au-delà des États maintenant, j'invite les intellectuels africains aussi à rejoindre la plupart des think tanks sur lesquels nous sommes en train de travailler, à pousser la réflexion et surtout à se préparer quand on va faire l'appel général pour se retrouver dans un pays, que tout le monde vienne. Tout le monde vienne, tous les gens qui ont une valeur ajoutée sur les sujets d'économie, de finance, etc. En fait, les gens ont beaucoup pensé que les problèmes qu'on doit résoudre, c'est des problèmes d'économie. Non. Non, il y a deux choses. Il y a l'économie, mais il y a la structuration financière pour régler les problèmes. Moi, souvent, quand les économistes lisent l'article dans lequel je propose ces CFA obligations, ils se mettent tout de suite comme barrière, comme quoi on va faire de la création monétaire. Après, ils disent, ouais, mais où est-ce qu'on va placer la politique économique? En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que moi, je fais de la structuration financière, je propose des solutions. Mais quand on va mettre en place, je vais appeler les économistes. Parce que leur rôle, c'est de l'analyse économique. Le rôle de l'économiste, ce n'est pas de faire de la projection. C'est le problème des économistes européens. Malheureusement. Mais c'est de faire de l'analyse. Et nous, on appellera on a de grands économistes en Afrique. On les regroupe et on les met dans l'analyse. Donc, le travail, ça va se faire en groupe.